Et merci Valentin Gendreau d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Donc vous venez de sortir Flic aux éditions Goutte d'Or. Déjà, j'ai une question. Quand j'ai terminé de lire ce livre, je me dis en tant que journaliste, comment on se dit, je vais infiltrer la police pour ensuite en faire un livre et non pas, par exemple, un reportage écrit ou le raconter ensuite. Pourquoi un livre finalement ? Pourquoi un livre? Parce que c'est une question qui est centrale aujourd'hui dans notre société, dans la société française, les violences policières et le mal-être policier. Et je savais que j'allais avoir une base documentaire assez conséquente en restant aussi longtemps et que ça mènerait à plus qu'un reportage. En quelques mots, vous nous redonnez un petit peu votre parcours en tant que policier. Est-ce que ça a été facile finalement de devenir policier? On pourrait se dire il faut passer beaucoup de concours, c'est assez compliqué d'intégrer une brigade ou un commissariat. Et finalement, on se rend compte que pas tant que ça. Non, pour ma part, ça a duré 3 mois, l'école. J'ai passé le concours de policier contractuel, donc adjoint de sécurité. Et ça a été extrêmement simple de pouvoir rentrer justement en école de police à Saint-Malo, en Bretagne. Parce que j'ai simplement passé des concours, des épreuves, mais qui, comme il n'y a pas de diplôme requis pour devenir policier contractuel, c'est un peu faute de mieux. La police recrute qui elle peut, donc je faisais partie de ce faute de mieux. 3 mois pour une formation, voilà, ça c'est assez court. Avec une habilitation au bout de ces 3 mois pour porter une arme sur la voie publique. C'est un peu court, effectivement. Alors, le livre s'ouvre sur une scène assez choquante, on peut le dire, d'une arrestation très houleuse d'un jeune migrant à Paris. Ça donne tout de suite le ton du livre. Finalement, on se dit, pourquoi d'entrée avoir commencé par ce chapitre sur cette arrestation complexe, alors qu'on aurait pu parler justement de votre parcours? Pourquoi vous avez voulu directement attaquer par ce chapitre? Parce que je voulais quelque chose de frontal. Je voulais emmener directement le lecteur au ras du réel, sans tabou, sans limite, et montrer, dans un chapitre qui est quand même assez court, c'est 4 pages du livre, c'était le prendre directement par le col de la veste et lui dire voilà. C'est pas que ça, mais c'est aussi un parti pris de votre part. Oui, bien sûr, c'est un parti pris, mais vous savez, des cas de violence policière, j'en ai quand même connu un certain nombre, et je les raconte pas toutes, d'ailleurs. Mais c'est un parti pris de vouloir, être assez frontal d'entrée de jeu, bien sûr. Alors, je vous propose, Valentin, de regarder un reportage à présent. On le sait, le thème du racisme dans la police a récemment été relancé lors de certaines bavures en France et aux États-Unis. Et parfois, un parallèle est fait entre les deux pays sur la question, mais vous allez le voir, la problématique est bien plus complexe que cela. Et c'est un reportage de Louan Gué-Padan. Adama Traoré, George Floyd, un Français, un Américain, 2 hommes noirs tués tous les deux après un contrôle policier. 2 affaires qui se ressemblent en apparence, qui relancent le débat autour des violences policières et plus généralement du racisme dans les institutions. Mais en France et aux États-Unis, les problématiques sont-elles exactement les mêmes? Aux États-Unis, c'est radicalement différent. En fait, les sociétés ne sont pas comparables de ce point de vue-là. D'une part parce que la police, par essence, aux États-Unis est une police locale qui est sous l'autorité des maires, alors qu'en France, la police est un service d'État. Et d'autre part, aux États-Unis, il est admis que les communautés existent, qu'elles soient représentées par des leaders communautaires. Et donc, les gens, lorsqu'elles sont victimes de racisme ou de violences policières, sont défendus par des communautés, ce qui, en France, n'est pas admis comme tel, même si ça commence à y ressembler, je vous le concède. En France, effectivement, certains veulent aborder le débat, poser les questions du racisme systémique, du privilège blanc ou de l'universalisme de surplomb. Depuis les années 1990, ce lexique existe dans l'Hexagone, mais il fait débat. Les collectifs antiracistes l'utilisent souvent pour dénoncer le poids de l'héritage colonial dans les institutions françaises. Il n'y a pas en République de violence illégitime portée par nos forces de sécurité intérieure. Il y a chaque jour des femmes, des hommes qui se mobilisent et qui font en sorte de protéger la République. Et ils sont légitimes à utiliser la force. Ne faites pas cet amalgame. Cette question, la France ne semble pas vouloir y répondre pour le moment. Emmanuel Macron en tête. Selon lui, le monde universitaire a encouragé l'ethnicisation de la question sociale, la comparant à un bon filon. Il y a un racisme systémique
qui prospèrent au sein de l'institution policière, dans le sens où dès lors que des individus membres des forces de l'ordre et dépositaires de l'autorité publique se rendent coupables de propos incitant à la haine raciale ou d'agissements à caractère discriminatoire, le système de régulation de la police qui est aujourd'hui l'IGPN ne prend pas suffisamment en compte ces faits et ne les réprime pas comme ça devrait être le cas. Selon une étude américaine publiée en 2019, les hommes noirs ont 2,5 fois plus de chances que les blancs d'être tués par la police aux États-Unis. Une réalité que pointait déjà du doigt le défenseur des droits français Jacques Toubon en 2017, affirmant qu'en France, les hommes perçus comme noirs ou arabes étaient 5 fois plus concernés par des contrôles fréquents. Valentin Gendreau, un racisme systémique dans la police, selon ce syndicaliste policier, vous êtes d'accord ou pas? Non. Non, je ne suis pas d'accord parce que pour parler de racisme systémique, il faudrait le prouver. Il faudrait que des notes internes de la préfecture de police de Paris ou du ministère de l'Intérieur soient divulguées par des journalistes ou par des lanceurs d'alerte ou par des militants. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et moi, dans mon expérience de 2 ans dans la police, j'ai jamais non plus entendu parler de racisme systémique. Donc non. Alors sur le terrain, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments isolés qui ont parfois ce genre de paroles, où effectivement, ce genre de paroles racistes est-ce qu'on les entend vraiment beaucoup dans les commissariats ou pas? Oui, on entend des paroles racistes. Donc pas systémiques, mais fréquentes. Oui, en fait, il y a une différence entre les mots et les actes, je pense. Le mot bâtard, il est utilisé régulièrement par les policiers dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Le mot bâtard, il désigne, donc c'est un mot générique qui désigne les jeunes hommes noirs d'origine arabe ou les migrants. Mais des policiers qui vont avoir un comportement raciste et violent au cours d'interventions de police, ça reste une minorité de policiers. En tout cas, moi, de mon expérience, je peux parler d'une minorité, mais pas de quelque chose qui relèverait d'un systémisme. Alors il y a eu une petite conséquence de ce livre, puisque après cette publication, ça fait un petit peu bouger les lignes, puisque le parquet de Paris, par exemple, a décidé d'ouvrir une enquête après une bavure que vous décrivez dans cet ouvrage, une enquête confiée à l'IGPN. C'est suite à un policier qui a roué de coups un adolescent qui aurait provoqué le policier. Ça a un petit peu fait bouger les choses quand même. Oui, mais c'est pas suffisant. Parce que moi j'attends toujours d'être convoqué par l'IGPN pour revenir sur la déposition, puisque l'histoire elle est en plusieurs temps. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je pense qu'on n'a pas le temps ici, mais moi ça m'a contraint à faire un faux témoignage. Les policiers d'écrire un faux en écriture publique, donc ce sont des choses très graves, et c'est pas en saisissant simplement l'IGPN que les choses bougent. Et d'ailleurs on vous reproche ce faux témoignage. C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, vous dénoncez des choses, mais vous-même, vous avez été un petit peu dans ce système que vous avez dénoncé à un moment donné. Oui, bien sûr. Mais c'est pour mieux dénoncer, pour mieux raconter aussi, pour mieux montrer. C'est mon boulot de journaliste que de le faire. Aujourd'hui, je peux... sans moi, cette affaire-là, personne n'en aurait jamais entendu parler. Donc aujourd'hui, elle ressort du chapeau par l'IGPN. Mais les policiers qui ont participé à ça et à ce faux en écriture publique, qui est un crime, je le rappelle, il se serait bien passé, je pense, qu'on puisse parler de cette affaire-là. L'omerta aurait toujours été là. Ouais, je vous propose d'écouter Thierry Clerc, il est secrétaire national du pôle province du syndicat UNSA Police. Il réagit à votre livre, on en parle juste après. Se faire employer dans la police nationale pour ensuite en faire un livre, ça veut dire que quelque part il y a une recherche. Alors est-ce qu'il y a une recherche de sensationnel, d'avoir des éléments croustillants justement, parce que derrière un livre il y a forcément un côté aussi lucratif. Ce sont que les traits négatifs en tout cas qui ressortent sur l'aspect d'une police violente qui se couvre, qui serait solidaire de tout. Non, il y a une solidarité de corps qui existe dans la police. Forcément, comme dans tout corps de métier, il y a des belles choses qui se passent dans les services. Il y a des collègues qui interviennent constamment, qui font du travail, qui font du service social quelquefois. Mais combien de fois? Je veux dire, c'est pas que de la répression, c'est pas que des gens qui peuvent déraper. Ça existe comme partout. Mais je veux dire, le travail de policier et l'ensemble des services, ce n'est pas ça. À l'UNSA Police, on n'a jamais nié qu'il pouvait y avoir des excès, qu'il pouvait y avoir des dérapages. Ces dérapages, ils restent marginaux et c'est pas du tout la règle. C'est vrai que ça étant un livre comme celui-ci qui sort, je veux dire, tout ce qu'on a connu, toute la campagne de médiatisation qu'on a connue au mois de mai, au mois de juin, qui décriait, qui accusait les policiers, la police d'une façon générale d'être raciste, d'être violente. Tout ça, effectivement, ça a un impact vraiment réel sur les policiers. Si à cela vous rajoutez des conditions de travail qui sont difficiles, des tensions dans les services,
police qui peuvent exister aussi, comme dans tout service. Je veux dire, voilà, on connaît des drames humains dans la police nationale qui sont importants. Le taux de suicide est l'un des plus importants de la fonction publique. Il y a aussi des dépressions, il y a énormément de collègues qui sont mal en point, qui sont en souffrance. Et ça, c'est une réalité de la police nationale. On va parler de cette réalité que Thierry Clerc décrit. Vous qui avez côtoyé les policiers, comment on peut expliquer leur ras-le-bol actuellement ? Bon, parce qu'ils souffrent d'un sérieux manque de reconnaissance. Au niveau salarial, mais aussi des moyens, c'est ça ? C'est pas la question salariale, ça concerne pour moi essentiellement les policiers contractuels. 1 340 € de salaire net quand on vit à Paris ou en Ile-de-France, évidemment, c'est insuffisant. Non, les conditions de travail, plus généralement, le fait de vivre dans un bain de violence, de travailler dans un bain de violence quotidien. Surtout qu'ils sont souvent très jeunes, il faut le rappeler, vous aviez 29 ans au moment de l'enquête. Mais les gens que vous côtoyez au début, ils ont 21, 22, 23 ans. C'est extrêmement jeune pour être confronté à ce genre de situation. Moi, je faisais quasiment partie des plus vieux, alors que je n'avais que 30, 31 ans. Enfin, 31 ans l'année dernière, j'en ai 32 maintenant. Oui, effectivement, ils sont très jeunes. Ils viennent essentiellement de province. Ils sont parachutés ici, à Paris ou en banlieue parisienne. Donc, évidemment, ils arrivent avec un décalage complet sur les gens qui habitent ici. Il y a un décalage culturel. Ils viennent aussi avec leur méconnaissance du terrain, leur méconnaissance du mode de vie francilien. Donc oui, évidemment, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Oui, bien sûr. Bon, on a un peu l'impression que ce livre, il est un peu à charge contre la police quand on lit entre les lignes, mais finalement, de votre expérience... Pourquoi vous dites ça ? On peut... Justement, qu'est-ce qu'on retient de positif de cette expérience ? Pas grand-chose, je vous l'accorde. On ne retient pas grand-chose de positif. Ce qu'on peut retenir de ce livre-là, c'est que... la police va mal, mais la police souffre d'un grand problème, c'est qu'elle ne met pas de mots sur ce qui va mal. Moi, on m'a toujours appris à parler quand ça allait mal, et la police, au contraire, ne met pas de mots, mais elle les cache. C'est ça qu'il faut retenir de ce livre-là. Et le livre sert à ça, à montrer, à raconter comment la police va mal, pourquoi elle va mal. Et la réaction de ce monsieur de l'UNSA Police montre bien qu'il y a quelque part aussi un déni de réalité. Et en un mot, en fait, c'est une grande famille de souffrance, finalement, la police ? Oui, bien sûr. C'est évidemment une grande famille de souffrance. Vous côtoyez la misère sociale et humaine tous les jours. Donc forcément, ça ne peut pas aller. C'est lié à ce métier-là. Mais il faut plus de psychologues, il faut plus de formation, il faut une revalorisation salariale sans doute, il faut un suivi plus prononcé sur le quotidien d'un policier, il faut que la hiérarchie ne soit plus absente. Il y a énormément de choses à voir. Beaucoup de choses à faire encore. Merci en tout cas, Valentin Gendreau, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle le titre de ce livre, Flic, aux éditions Goutte d'Or. Merci à vous.